Bonjour. Alors, dans cette présentation, en fait, c'est encore une présentation un peu théorico-pratique. Donc, bien que je ne l'ai pas appelé TX. Donc, on va voir la communication interprocessus. Donc, dans la partie précédente, on a vu comment on pouvait contrôler nos propres processus, mais on n'a pas vu comment on pouvait échanger de l'information entre ces processus-là, sauf bien entendu au moment du démarrage, quand on peut passer des arguments à la fonction qu'on démarre dans un nouveau processus. Donc dans ce document-là, on va voir comment on peut échanger de l'information entre les processus avec différents moyens, comme la mémoire partagée, fichier, pipe et queue. Mais avant, on a besoin de comprendre pourquoi de tels mécanismes sont nécessaires. Donc, toujours avant de faire l'exercice présent, même chose que dans le module précédent, vous allez raccourcir votre prompt bash si besoin est. En fait, votre prompt bash doit être raccourci. Si ce n'est pas le cas, vous le faites comme indiqué ici. Ensuite de ça, vous allez aussi modifier votre invite de commande dans PowerShell de la façon indiquée ici. Alors, on a plusieurs sections à voir. Donc, désolé s'il y a autant de trucs différents à voir ici. Mais c'est ça, il y a beaucoup de petites choses, disons, à voir là-dedans. Donc, je les ai découpées en différentes sections. Donc, la première, on va commencer par voir est-ce qu'on ne pourrait pas communiquer entre deux processus via des variables globales. Après ça, on va voir si on ne pourrait pas, à la place d'utiliser des processus, utiliser ce qu'on appelle des threads. Après ça, on va voir si on ne pourrait pas utiliser plutôt des arguments de retour pour pouvoir communiquer entre deux processus. Ensuite de ça, on va utiliser une mémoire partagée simple pour communiquer entre deux processus. On va utiliser des fichiers. On va voir comment on peut transférer une exception d'un processus vers un autre processus. On va voir comment on peut utiliser un array pour communiquer entre deux processus, comment on peut utiliser un pipeline ou un pipe, utiliser une queue, ou en fait, la dernière technique, utiliser ce qu'on appelle un manager ou un gestionnaire de processus pour un gestionnaire de communication interprocessus pour pouvoir faire la communication. Et on va conclure. Donc, on va commencer par voir pourquoi ça ne fonctionne pas avec une variable globale. Donc, dans les exercices précédents sur PyVal, donc on surfe encore sur la vague PyVal ici, parce que c'est un excellent, je trouve, c'est vraiment un bon moyen de voir un peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On a vu comment définir une fonction qui s'exécute dans un second processus. Un processus, on pourrait dire, subordonné au processus principal, main, qui est le processus maître. Mais ce processus-là, qu'est-ce qu'il faisait? C'est lui qui affichait le résultat sur la console. Et si le résultat n'est pas fourni dans le temps voulu, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met fin au processus puis on affiche un message d'erreur. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est que notre processus subordonné fait le calcul, mais au lieu que ce soit lui qui l'affiche directement sur la console, on veut qu'il nous le renvoie au processus maître, le résultat, pour que le processus maître décide ce qu'il veut faire avec le résultat ensuite. Est-ce que le processus maître veut l'afficher? Est-ce qu'il veut le stocker dans une BD, dans un fichier? Est-ce qu'il veut l'envoyer sur Internet à quelqu'un d'autre? Donc, autrement dit, on ne veut pas que ce soit le subordonné qui décide quoi faire avec le résultat. On veut que le subordonné nous renvoie le résultat pour que le maître décide, lui, qu'est-ce qu'il veut faire avec le résultat. Autrement dit, comme une fonction. Quand on appelle une fonction, on veut que la fonction nous retourne un résultat. Donc là, on appelle une fonction qui est exécutée dans un processus, mais on veut que le résultat nous soit retourné au processus maître. Donc, étrangement, cette chose-là qui semble en apparence toute simple, est en fait assez complexe en ce qui concerne quand on veut exécuter des choses dans des processus distincts. Donc, c'est ce qu'on va se rendre compte ici, en fait, dans les prochaines sections, mais en commençant par cette section-ci. Donc ici, c'est pour illustrer la différence entre les deux choses qu'on veut faire. Donc, je vais me laisser ici finalement.
Donc, les deux choses qu'on veut faire, c'est-à-dire, pas les deux choses qu'on veut faire, mais la comparaison entre ce qu'on fait avant et ce qu'on veut faire maintenant. Donc, ce qu'on fait avant, c'est qu'on a un terminal, on appelle notre processus principal, notre commande main. Le commande main construit un processus secondaire d'évaluation. Il démarre ce processus-là. Après ça, il fait un join. Il attend le résultat. Le processus d'évaluation fait le calcul. Quand il a fini de faire le calcul, il prend le résultat, il l'affiche directement sur le terminal. Et après ça, le processus se termine, il envoie un exit code au processus main principal qui, lui, en fait, peut récupérer cet exit code-là et faire ce qu'il veut avec. Il peut l'ignorer, mais nous, dans notre cas, ce que notre programme faisait, c'est qu'il récupérait l'exit code puis il le renvoyait carrément au terminal comme étant son propre exit code pour moi. Parce que si l'évaluation a réussi, ben, l'exit code est correct, puis après ça, on retourne un exit code qui est correct. Si l'évaluation échoue, on obtient un exit code d'échec, puis on retourne un exit code d'échec. Donc, c'est purement logique de procéder comme ça. Bon, mais nous, ce qu'on n'aime pas là-dedans, c'est que c'est le processus d'évaluation qui prend le résultat puis qui l'envoie au terminal. Nous, on veut pas que ce soit le processus d'évaluation qui décide. On veut que ce soit le maître. On veut que ce soit le maître qui décide qu'est-ce qu'il fait avec le résultat. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait? Grosso modo, on veut que le processus, on démarre la commande, le processus maître construit un processus subordonné d'évaluation, il démarre, après ça, il fait un join, il attend le résultat. Le résultat est calculé, puis après ça, quand le résultat est prêt, le résultat peut être récupéré par le processus main à déterminer comment ça va fonctionner. OK, il y a plusieurs façons de faire fonctionner ça, mais l'idée ici, c'est que le résultat, au lieu d'être envoyé directement au terminal, le résultat va être récupéré par le processus maître. Après ça, le processus d'évaluation se termine avec un exit code. Et le processus maître peut faire ce qu'il veut avec le résultat. Nous, dans notre cas, ce qu'on va faire, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on prend le résultat et on va l'afficher au terminal. Donc, on ne fait rien de différent de ce que le processus d'évaluation faisait avant ici. Au niveau pour l'utilisateur, ça ne change rien. Mais en réalité, ça change tout au niveau de la façon de fonctionner de notre programme parce que le main ici pourrait faire ce qu'il veut avec le résultat. Ici, il l'affiche directement au terminal. Mais, comme je vous dis, il pourrait l'envoyer par courriel, il pourrait l'envoyer par SMS, il pourrait l'envoyer sur Internet, il pourrait le stocker dans un fichier, dans une base de données. Il peut faire ce qu'il veut. Donc, c'est le processus, c'est le main qui décide ce qu'il fait avec le résultat, et non pas le subordonné. OK? Et finalement, on a un exit code. Donc, on va commencer par essayer de voir si on ne pourrait pas fonctionner en passant par une variable globale. Donc, on va se définir un nouveau script. Le nouveau script, on l'appelle ici IPC1 underscore global ou IPC1 soulignement global. Donc, l'objectif, c'est d'évaluer une expression Python dans un sous-processus et de récupérer le résultat de l'évaluation dans une variable globale. La variable globale, c'est celle que vous avez ici. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on fait? On récupère notre méthode qui permet de faire une évaluation sécuritaire qu'on a codée dans PyVal Pro précédemment. Pas le module précédent, mais l'autre avant. Pas l'exercice précédent, mais l'autre avant. Après ça, on fait aussi l'importation de multiprocessing. On se définit un délai de 2 secondes et on définit une variable d'évaluation globale qui va servir à stocker notre résultat dans une variable globale. Donc, c'est écrit ici, variable globale utilisée pour récupérer le résultat. Ensuite de ça, on va se définir une fonction PyVal qui va procéder à l'évaluation et qui va stocker le résultat d'évaluation dans la variable globale. Donc, on l'a ici, ça évalue une expression, ça fait le retour via une variable globale. Donc, c'est une fonction qui retourne none, parce que c'est une fonction qu'on veut exécuter dans un processus, donc ça ne peut pas retourner quelque chose. Et ici, c'est marqué global évaluation. Donc, on va chercher la variable globale pour pouvoir la modifier après ça. Donc, on fait un try, on essaie d'évaluer notre expression qu'on stocke dans notre variable globale évaluation. Après ça, on affiche notre résultat directement sur la console. Tantôt, on a dit qu'on ne voulait pas afficher sur la console précédemment. Là, on l'affiche en réalité pour pouvoir comparer le résultat que PyVal va calculer avec le résultat que le processus main, lui, va recevoir. Parce qu'on veut voir si les deux vont être les mêmes. On veut voir si le résultat calculé dans le processus subordonné va être le même que le résultat obtenu dans le processus maître. C'est ça qu'on veut voir, c'est pour ça qu'on l'affiche ici.
Si jamais on a une exception, ben on termine le processus. Et on affiche le résultat sur la console, dans ce cas-là. Mais là, on s'occupe pas, c'est pas si important que ça, le volet exception, là, pour l'instant. Maintenant, la fonction main. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on commence par aller chercher notre expression qu'on veut évaluer. Après ça, on appelle notre pyval, notre fonction pyval qui va calculer les résultats avec l'argument expression. Là, on n'a pas choisi ici de mettre une virgule parce qu'on veut que ça soit un tuple. Puis en Python, la façon d'écrire un tuple qui contient un seul élément, c'est de mettre une virgule puis rien après. OK, faut le savoir. Donc c'est une petite passe-passe, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Après ça, on fait un start pour démarrer notre processus. On fait un join pour attendre avec un délai. Si jamais, une fois que le délai est écoulé ou que le processus a fini son calcul, on regarde si le processus est toujours vivant. S'il est toujours vivant, on le termine. On affiche, on raise un timeout error. Après ça, si l'exit code est 0, donc si ça s'est bien passé, donc if not ps.exitcode, ça veut dire si l'exit code est 0, qu'est-ce qu'on fait? On affiche un message, on affiche en fait le résultat, donc selon Fred Guérin, le résultat est le suivant. Après ça, on affiche le résultat, donc on voit ici évaluation, la variable globale. Ici, on gère les exceptions. Alors, quand on va exécuter notre programme, bon, d'abord 2 exposant 288, ça nous dit que le délai est écoulé. 2 exposant 288, keyboard interrupt avec CTRL-C, correct. Après ça, 2 exposant machin, ça nous dit que machin n'est pas défini. Donc tout ça, c'est toutes des affaires normales, qu'on s'attend que ça fonctionne comme ça. Maintenant, si on fait 2 exposant 5, ici, on a 2 exposant 5 égale 32. Ça, c'est le processus subordonné qui nous affiche que le résultat stocké dans la variable évaluation, c'est 32, ce qui correspond à la bonne valeur. Mais quand le processus maître reçoit le résultat, il reçoit none. Donc, je répète, le processus subordonné a calculé le résultat correctement et a stocké 32 dans la variable évaluation globale. On l'a ici, si on vient. OK, on a global évaluation, on récupère la variable globale. Après ça, on fait évaluation égale safeEval expression. Donc, on a stocké le résultat dans la variable évaluation globale. Puis, on fait print évaluation. Donc, ici, on a affiché 32. Maintenant, quand on arrive ici, on fait print, blablabla, évaluation. Donc, on récupère le contenu de la variable évaluation, puis on l'affiche. Ça, c'est le maître qui fait ça. Maintenant, j'allais dire l'esclave ou le subordonné, lui, a affiché et calculé correctement la valeur 32, mais le maître n'a pas pu récupérer cette valeur-là parce que ça reste toujours none comme valeur, qui est la valeur placée à l'origine dans la variable globale évaluation qui est égale à none ici. Donc c'est très étrange. Pourquoi le subordonné qui va stocker quelque chose dans une variable globale, le maître n'est pas capable de la récupérer? Comment ça? Alors, vous allez faire ici une saisie de fonctionnement pour démontrer que c'est effectivement comme ça que ça fonctionne. Puis ici, on va expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut savoir que par défaut, chaque processus possède son propre espace mémoire, de sorte qu'un programme en cours d'exécution ne peut pas facilement aller jouer ou corrompre la mémoire d'un autre programme. Donc, chaque programme, chaque processus ne peut pas aller jouer dans la mémoire d'un autre processus. OK? Ça se fait pas. Donc, dans le cas de notre script Python, chaque processus donc va posséder sa propre copie de la variable globale évaluation. Donc, même si le processus d'évaluation, le processus subordonné, modifie le contenu de cette variable-là, cette modification ne se répercutera pas dans le processus principal. Donc, on a ici, schématiquement, donc on appelle notre script main. Ça, c'est sa variable globale à lui. Puis ça, c'est la copie de ces variables globales-là dans le processus d'évaluation ici. Donc là, on construit un processus d'évaluation, on le démarre, on fait un join, on calcule. Le processus d'évaluation va stocker son résultat dans sa propre copie des variables globales, qui est ici.
Après ça, on a notre exit code qui revient au processus principal quand le processus d'évaluation se termine. Et lui, il va aller récupérer la variable globale, mais quand il va récupérer la variable globale, ici, la variable, elle n'a jamais été modifiée. Donc, il va récupérer none. Même si lui, il a stocké le résultat dans sa copie, la copie propre à notre processus global, elle a toujours none dedans. Donc, on récupère none et on affiche none. C'est ce qui fait qu'on se retrouve avec un affichage de none dans notre cas. Donc, versionner. Alors ici, au lieu d'utiliser ce qu'on appelle le multiprocessing, on va essayer d'utiliser ce qu'on appelle le multithreading. Et on va voir pourquoi ça ne marche pas pour faire qu'est-ce qu'on veut faire ici. Dans d'autres circonstances, ça marche. Je ne suis pas en train de dire que le multithreading, ça ne marche jamais. Mais disons qu'en Python, le multithreading, c'est parfois une bonne idée, mais c'est parfois ou souvent aussi pas une bonne idée. Donc, c'est pour ça que j'ai pas tellement vu le multithreading avec vous de prime abord, parce que je considérais que le multiprocessing était plus intéressant. Donc, on va souvent opposer le multithreading au multiprocessus ou au multiprocessing. Donc, c'est deux façons différentes de faire rouler des choses dérouler des programmes, disons, en parallèle, entre guillemets. OK? Mais il y a de nombreuses différences entre les deux. L'une des plus importantes de ces différences-là, c'est qu'avec les threads, la mémoire globale est partagée contrairement au processus. Donc, ça veut dire que ce que j'ai dit tantôt, que chaque processus avait sa propre copie des variables globales, quand vous faites du multithreading, les 2 threads, ou les 3 threads, ou les 70 threads, comme vous voulez, ils ont toutes la même copie des variables globales. Okay? Donc ça, c'est très important. Okay? Les threads ont tous la même copie des variables globales. Alors que les processus ont des copies différentes. Chaque processus a ses propres copies de variables globales. Donc, ça veut dire quoi, ça? Maintenant que je vous ai dit ça, vous dites, wow, je vais utiliser du multithreading à la place d'utiliser du multiprocessing. Donc, on va voir si ça pourrait pas régler notre problème. Donc ici, on fait juste expliquer un peu plus en détail c'est quoi le multiprocessing, les threads versus les processus. Donc, là, je vais me mettre un peu plus haut. Donc, comme on le voit ici, OK, donc dans chaque processus, vous avez plusieurs threads qui peuvent s'exécuter en même temps dans chaque processus. Donc, chaque processus possède sa propre mémoire qui lui est dédiée. Donc, le processus 1, par exemple, ici, possède sa propre mémoire. Et le processus 2, le processus 2 possède sa propre mémoire qui lui est dédiée. Maintenant, chaque processus possède en général au moins un thread qui est le thread principal. Mais il peut avoir d'autres threads qui sont des threads secondaires. Donc, quand un processus est monothread, ben souvent on ne dit pas que c'est un programme qui est multithreadé. On va dire que c'est juste un programme normal, okay, qui se roule dans un processus normal, qui s'exécute dans un processus normal. Mais si vous décidez d'avoir plusieurs threads qui roulent en même temps, ben vous allez avoir plusieurs threads ici qui vont partager la même mémoire. Maintenant, il y a une différence entre on appelle ça le modèle de mémoire ou le memory model. Il y a une différence il y a deux sortes de threads, si on veut, qui peuvent s'exécuter. Il y a des threads qu'on appelle, disons, préemptifs, puis il y en a d'autres qu'on appelle coopératifs. Donc, dans le cas du multithread de Python, comme on le voit ici, donc les threads, en fait, il y a seulement 2 threads ne pourront jamais s'exécuter en même temps. Okay? Ça, c'est très important. Alors que des processus, plusieurs processus peuvent s'exécuter en même temps, dans la mesure où votre processeur possède plusieurs cœurs. Si votre processeur possède juste un cœur, par exemple, si vous avez un processeur qui est vieux de 25 ans, bien, il va avoir juste un processus qui va s'exécuter en même temps. Mais de nos jours, même sur les ordinateurs les plus El Cheapo que vous pouvez dégoter, il va y avoir plusieurs cœurs, probablement au moins 2, qui vont permettre d'exécuter plusieurs processus en même temps. Donc, en général, plusieurs processus peuvent donc s'exécuter en même temps. Par contre, les threads, vous avez 2 sortes de threads. Vous avez des threads, disons, qui fonctionnent selon un modèle non préemptif.
puis vous avez des threads, ou si vous voulez coopératifs, puis vous avez des threads qui fonctionnent selon un modèle préemptif. Donc, si vous êtes sur des threads qui fonctionnent dans un langage qui permet d'utiliser des threads qui fonctionnent de manière préemptive, ça se peut que vous ayez plusieurs threads qui vont s'exécuter en même temps. Sinon, comme en Python, vos threads ne pourront pas s'exécuter en même temps. Ils vont s'exécuter à tour de rôle. Okay? Donc, déjà là, vous comprenez que déjà là, Python, il y a une petite limitation. Okay? Qui est quand même non négligeable. Qu'est-ce qui fait que seulement un thread peut s'exécuter en même temps? C'est ce qu'on appelle le fameux GIL ou Global c'est quoi? C'est le Global Lock, Interpreter Lock. Donc le verrou global de l'interpréteur Python. Donc, il n'y a pas juste Python qui fonctionne comme ça. Donc ici, c'est marqué non-Python, Other Program non-Python, puis ici, c'est marqué Multi-Threaded Server Python. OK, donc, oubliez un peu ce que vous voyez ici, là, mais disons que il n'y a pas juste Python qui fonctionne avec un GIL. OK, un autre langage qui fonctionne avec un GIL, c'est le Ruby. Après ça, il y a des langages qui fonctionnent pas avec des GIL, mais qui ont aussi un modèle qui est très coopératif comme JavaScript. Donc, essentiellement, là, si votre programme est si votre langage est un langage interprété, il y a fort à parier que votre modèle s'assoit que vos threads soient coopératifs. Par contre, si vous êtes en Java ou en C#, vos threads peuvent s'exécuter en même temps. OK? Donc, ça a une répercussion assez importante dans le fonctionnement, comme on va le voir prochainement. Donc, on va commencer par se définir un nouveau programme, un nouveau script qui va s'appeler IPC2MT pour multithread. Donc, il y a quelques petites différences, OK, qui sont très faibles. En fait, vous voyez ici que la première différence, c'est qu'à la place de faire from multiprocessing import process, on fait from threading import thread. Après ça, ici, au lieu de créer un process target pyval args, blablabla, on fait thread. C'est la même affaire, sauf qu'on remplace process par thread. Puis on crée un thread qui s'appelle th. On démarre le thread, thread start. Après ça, on fait un join. Vous voyez là, c'est la même affaire. Process, thread, pareil. Presque. OK? Comme si le thread est vivant, qu'est-ce qu'on fait? On raise un timeout error. Mais vous voyez qu'ici, on n'a pas fait un thread.terminate. Pourquoi on n'a pas fait un thread.terminate? Parce qu'on ne peut pas terminer un thread. On ne peut pas faire ça. Okay. Le thread est comme indissociable du processus duquel ils font partie. On peut tuer un processus, mais on ne peut pas tuer un thread. C'est ça. Et après ça, on affiche le résultat d'évaluation. Donc, maintenant, on va exécuter. Donc, on voit ici, on exécute 2 exposant 12. Ça nous dit 2 exposant 12 égale 4096. Et après ça, le résultat, qui est passé par la variable globale évaluation, ici, évaluation. L'autre avant, le pyval, c'est la même fonction. Il est pareil, on ne change pas. Donc, ici, on voit que ça fonctionne. Donc, la variable évaluation est partagée entre les deux threads, le thread principal et le thread subordonné. Et si on a une erreur, par exemple 2 exposant killer, ça nous dit que le name killer n'est pas défini. Et à ce moment-là, la variable globale évaluation contient toujours la valeur none. Donc, ça correspond. Ça, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, le multithread semble fonctionner. On va continuer. Donc, là, ça va commencer à se gâter. Pourquoi? Parce que ça va être lorsqu'on va lui demander d'effectuer un calcul qui est trop long puis qui excède le délai de 2 secondes. Donc, vous voyez ici, on lance le programme avec le time ici. Donc, ça, il faut faire sous bash. Le time, on lance l'exécution 2 exposant 222 multiplié par Fred Guérin. Donc, ça, c'est juste, le but ici, c'est, vous mettez votre nom, là, le but, c'est que ça apparaisse quelque part dans les traces d'exécution qu'on va laisser dans notre programme. Donc, je veux que ce soit votre nom qui apparaisse pour que je vois que c'est vous qui avez fait ça. OK? C'est sûr que si votre ami décide de le faire pour vous, qu'est-ce que vous voulez? Je peux rien faire pour ça. Donc, je peux pas non plus jouer à l'agent secret 0099, là, je veux dire. Donc,
Ici, si on reprend, qu'est-ce qui s'est passé? On a lancé l'exécution de ça. Puis là, après ça, j'ai essayé de faire CTRL-C pour terminer mon programme. CTRL-C. Je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, je me suis dit, ben voyons donc, je suis pas capable de terminer mon programme. C'est quoi cette affaire-là? Eh oui, c'est comme ça. Vous pouvez pas terminer votre programme. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait CTRL-Z. Donc, CTRL-Z, c'est accessible uniquement dans Bash. Vous ne pouvez pas faire ça dans Windows. OK? Donc, qu'est-ce que ça fait CTRL-Z? Ça met le programme en pause. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça met le programme en pause, puis ça vous retourne à la console. OK? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça, et vous voyez que là, c'est écrit tout de suite après ça, Bash m'a écrit stop, pour dire que mon processus s'est arrêté. J'ai la commande qui vient de s'arrêter, puis j'ai un numéro de job ici qui apparaît, le numéro 1. Ça me dit que j'ai c'est mon premier processus qui est stoppé. Okay? Après ça, j'ai mes statistiques qui apparaissent, donc ça me dit que le real time, ça m'a pris, j'ai fait tout ça après 15 secondes, puis le user time, puis le system, il est 0. Okay? Ça, c'est probablement parce que je l'ai justement stoppé avec CTRL-Z, donc c'est pour ça qu'il n'est pas capable de m'afficher ici correctement les statistiques pour user puis pour système. Par contre, le real time, lui, il est bien, donc ça m'a pris 15 secondes, j'ai attendu 15 secondes d'avoir le résultat, puis de peser sur CTRL-Z. Donc, vous allez me faire ici une saisie de fonctionnement comme à la diapo précédente en utilisant CTRL-Z, mais vous devez aussi utiliser CTRL-C avant ça, et il doit s'écouler au moins 2 secondes avant la fin du programme. Donc, faites-moi pas ça de manière précipitée. On veut vraiment que le temps s'écoule, le délai soit passé. Okay? Donc, ici, il faut que ça soit plus que 2 secondes. Et ça prend au moins un CTRL-C suivi de un CTRL-Z. Donc maintenant, dans une seconde console bash, ou alors si vous voulez dans la même, ok, c'est vous qui décidez, mais bon, vous pouvez prendre une seconde, ça va être plus simple. Vous allez démarrer un programme qui s'appelle htop, on l'a vu précédemment, et vous allez appuyer au besoin sur la touche T pour afficher les arborescences. Donc le thread va apparaître en vert, parce que les processus sont en blanc, mais les threads sont en vert, comme un enfant du processus principal. Donc vous allez voir ça ici qui va apparaître, vous allez voir Python, IPC, blablabla, Fred Guérin, vous, ça va être votre nom. Et vous allez avoir le thread que vous avez démarré à partir de votre processus principal. Vous avez démarré un thread. Et si vous voulez, à partir de votre thread principal, vous avez parti un thread subordonné. Et lui, il apparaît ici en vert. Donc, vous allez faire une saisie pour montrer que vous avez bien fait cette chose-là. Et ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement tuer le processus. Donc, vous allez retourner dans la console précédente où vous allez fermer htop. Donc, vous n'allez pas rester dans htop, vous allez là où vous étiez avant. Et vous allez rentrer les commandes suivantes. Donc, d'abord, vous allez afficher les jobs. Vous faites jobs, puis vous allez voir que vous avez une job ici, qui est votre programme que vous avez lancé tantôt, que vous avez fait CTRL-Z pour l'arrêter. Donc, ça apparaît ici que c'est la job numéro 1, puis que ça écrit qu'elle est stoppée. Donc, il y aurait moyen de la redémarrer. Mais dans ce cas-là, ça ne sert à rien de la redémarrer. Nous, ce qu'on veut, c'est la tuer. Donc, c'est ce qu'on fait à la ligne suivante. On fait kill pourcentage 1. Ça tue la job numéro 1. Donc, ça nous dit, après ça, ça nous affiche job numéro 1 terminé. Donc, c'est comme si on avait fait un process.terminate, si vous voulez. On le fait à partir du terminal. Et si on fait après ça la commande jobs, on voit qu'il n'y a rien qui s'affiche. Donc, il n'y a plus de job affiché. Donc, il n'y a plus de job en cours, de trucs en attente ou quoi que ce soit. Donc, vous allez faire une saisie comme à la diapo précédente, avec votre nom à la place du mien. Donc, pourquoi join ne marche pas? Donc, ça, c'est la question que vous pourriez vous poser. Donc, on a ici... Donc, on crée notre expression, on crée notre nouveau thread ici, on le démarre, puis après ça, on fait un join avec délai seconde. Donc là, la question, c'est, oui, mais comment ça se fait qu'après, mettons 2 secondes, qui est le délai, pourquoi que je ne reviens pas ici, puis que je ne peux pas vérifier? Pourquoi ici, je ne peux pas revenir après mon join? En fait, le problème, c'est que les threads, comme je vous ai expliqué tantôt, dans Python, ne sont pas préemptifs, ils sont coopératifs. Coopératif, ça veut dire que votre thread sur lequel vous êtes en attente, ce thread-là doit être collaborant. En fait, pas juste ce thread-là, tous les threads qui sont en train de s'exécuter dans votre processus doivent être collaborants. Si un de ces threads-là décide qu'il part en peur, puis qu'il exécute sans arrêt des calculs, comme c'est le cas ici, ben, en fait, ce thread-là ne s'arrêtera jamais de faire son calcul. Mais il s'arrêtera jamais. Il va s'arrêter quand il va avoir fini. Mais ça se peut que ça prenne des milliers d'années. Donc,
le thread en question, en fait, c'est comme si, en fait, il y avait quelqu'un qui est en train d'utiliser la toilette, puis qui sort jamais de là de la toilette. Fait que vous pouvez pas aller aux toilettes, parce qu'il sort pas. Il y a personne non plus pour le mettre dehors. Si vous êtes dans un système préemptif, qu'est-ce qui va se passer? Ben, à toutes les centièmes de seconde, ou à toutes les 20, pas centièmes, ouais, mettons à toutes les centièmes de seconde, quelque chose comme ça, il y a un policier qui va venir, puis qui va dire, hey, t'as-tu fini d'aller aux toilettes? Puis si t'as pas fini, ben tant pis pour toi, il va te sortir de force de la toilette. OK? Puis tu vas pouvoir, toi, après ça, quelqu'un d'autre va pouvoir aller à la toilette à votre place. Mais quand c'est dans le mode coopératif, vous êtes obligé d'attendre que la personne qui est aux toilettes sorte de la toilette pour pouvoir aller aux toilettes après. Donc là, dans ce cas-là, le multithread de Python, il est coopératif, donc vous êtes obligé d'attendre que l'autre thread ait fini avant que, pas ait fini, mais vous cède le passage. Okay? Donc, céder le passage, ça veut dire quoi? Ça veut dire si le thread, par exemple, fait un appel d'input-output, si le thread lui-même décide d'attendre après un autre thread, ou si le thread décide de faire un sleep, de se mettre en pause, ben automatiquement, un autre thread peut à ce moment-là s'exécuter puis prendre la place. Donc, il cède le passage à un autre thread. Mais tant que le thread est occupé à faire des calculs, il ne cède pas le passage à d'autres threads. Donc ici, notre thread d'évaluation ne s'arrête jamais, ce qui fait que le join ici est perpétuel. Et on ne vient jamais ici. Cette ligne-là ici, ifthread.isAlive, ne sera jamais exécutée. Okay? Donc, notre thread est bloqué. C'est ce qu'on appelle la famine, si on veut, dans le domaine du multiprocessing, du multithreading. En fait, du parallélisme, on dit qu'il y a une famine quand on peut pas exécuter, un truc peut pas s'exécuter parce que d'autres trucs sont en train de prendre tout le temps possible et imaginable. Donc, l'ordonnanceur de votre programme, qui est le scheduler, peut pas faire son travail de switcher un thread par un autre thread. Donc, quand vous avez des calculs mathématiques intensifs, c'est ce qui va se produire. Donc, si on compare le multithread de Python versus le multiprocessing, donc le parallélisme, le multithread en Python, c'est un seul thread qui s'exécute à la fois. Le multiprocess, c'est que plusieurs processus peuvent s'exécuter à la fois, selon le nombre de CPU de cœur que vous avez. L'ordonnancement du multithread, c'est coopératif, du multiprocessus, c'est préemptif. L'overhead, pour le coût de changement de changement d'un thread à un autre ou d'un processus à un autre, ben le changement d'un thread à un autre, le coût est très faible, puis ça se fait excessivement rapidement. Pour le multiprocessing, le coût est grand, puis c'est lent. Est-ce que c'est tuable? Un thread n'est pas tuable, mais un processus est tuable. Donc ici, vous avez un petit schéma qui montre, bon, par exemple, ici, on a un CPU avec, par exemple, 4 cœurs, avec des processus 0, 1, 2 et 3 qui s'exécutent en même temps. Le processus 2 a 2 threads. Le processus 1 a 4 threads. Le processus 2 a 3 threads. Le processus 3 a 1 thread. Donc, ici, on voit les différents threads qui s'exécutent. Bon, des fois, ça se peut qu'il y ait des... c'est ça. Vous pouvez versionner. Maintenant, on va se poser la question, bon, ok, on a vu que ça pouvait pas marcher avec une variable globale, on a vu que le multithreading, ça marchait pas parce que à ce moment-là, il y allait avoir un blocage. À cause qu'on procède à une évaluation, que l'évaluation peut prendre trop de temps. Donc, on n'est pas capable, en fait, on n'est pas capable de tuer un thread qui prend trop d'espace. Okay? On peut tuer un processus, mais on ne peut pas tuer un thread. Donc, maintenant, on va voir pourquoi un argument ordinaire ne fonctionne pas. Donc, on va commencer par constater que c'est possible de retourner des valeurs. Quand une fonction retourne quelque chose, on peut bien entendu le retourner avec un return, mais on peut aussi le retourner via des arguments. Okay? Par exemple, si vous passez comme argument un array, ben vous pouvez stocker des valeurs, vous pouvez modifier les valeurs dans votre array, puis le programme qui vous a appelé va récupérer ces valeurs-là. Donc, en Python, comme dans la plupart des autres langages, on peut passer une collection en argument et s'en servir comme d'un moyen pour retourner une ou plusieurs valeurs. Parce que les collections sont mutables puis sont des types références. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de cette technique-là ou de cette astuce-là entre différents processus? Donc, on le voit ici, on a un exemple. OK, on se définit
une méthode qui s'appelle FredG, donc vous allez l'appeler de votre nom avec votre initiale de nom de famille. Arg, l'argument en question, c'est un array. Fait que là, moi, je prends la première valeur qui est dans mon array, puis je le modifie pour 99. Donc, arg0 égale 99, je fais cette modification-là. Après ça, je me définis ici une liste qui est égale à 33. J'appelle ma fonction FredG avec ma liste. Ici, après ça, j'affiche ma liste. Qu'est-ce que ma liste va afficher? Ma liste va afficher 99. Parce que ma fonction FredG, elle a modifié mon argument. Okay. Donc là, on se dit, OK, parfait. Je peux prendre un processus. Dans un processus, je suis capable de lui passer un argument. Alors, si dans mon processus subordonné, je modifie cet argument-là, est-ce que la modification va se répercuter dans mon processus maître, de sorte que je serai capable de lui passer quelque chose en retour? Est-ce que cette façon de faire-là fonctionne? Donc, pour tester ça, on va se définir un script IPC3 arg qui reçoit en argument une expression et un retour qui est une liste, qui retourne none. Donc, on fait un retour via l'argument. Là, on commence par faire un assert parce que pour tester que ça fonctionne bien, on va commencer par passer le processus maître, va passer au processus subordonné la valeur 99. Donc, nous, on va vérifier qu'on reçoit bien la valeur 99 que le maître nous a passée. Après ça, on va modifier la valeur de retour pour la valeur évaluée ici par safeEval. Et on va afficher notre retour ici. Et bon, ça ici, on va gérer les exceptions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Autrement dit, on vérifie que le maître nous a correctement passé la valeur 99, on modifie la valeur de retour, puis on affiche la valeur de retour. Après ça, le processus principal, lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc, son bloc try, essentiellement, vous l'avez ici. Donc, on va chercher notre expression. Dans la valeur de retour, on met la valeur 99. Après ça, on appelle notre processus avec l'expression évaluée et le retour. Le retour va évaluer et va vérifier qu'il reçoit bien la valeur 99 pour montrer que la valeur est capable de passer du processus maître vers le processus subordonné. Donc, la liste est capable d'être transférée du processus maître vers le processus subordonné. Après ça, on va démarrer process.start. On va faire un join. On va regarder si c'est encore actif. Quand le join est fini, qu'on revient. Si oui, on termine. Si c'est toujours actif, on termine. On crée un timeout error. Si on reçoit un exit code qui nous dit que tout a bien été, qu'est-ce qu'on fait? On affiche la valeur, ici, retour 0. La valeur qu'on a reçue, présumément, de notre processus subordonné. Maintenant, on va tester l'exécution de tout ça. Donc, on vérifie que 3, exposant 33, exposant 333, ça nous dit qu'on a un délai qui est écoulé. On peut l'interrompre avec un keyboard interrupt, ça fonctionne bien. On peut, si on évalue bidule, ça nous donne que bidule est une erreur. Tout ça, c'est toutes des choses auxquelles on s'attend. Maintenant, ici, on essaye de vraiment évaluer quelque chose. Donc, on fait 3 exposant 3, exposant 3. Ça va nous donner ici la valeur que vous avez ici pour le processus subordonné d'évaluation. Par contre, le processus maître, lui, qu'est-ce qui se passe? Il reste toujours avec la valeur 99. Donc, on peut voir que le processus d'évaluation a bien reçu la valeur 99, l'a modifié pour la valeur qui est ici, mais la modification ne s'est jamais répercutée dans le processus maître. Donc, on a ici, comme on l'a ici, donc on reçoit la valeur ici, la liste. La valeur 99 a bien été reçue, sinon le assert aurait échoué. Après ça, ici, on a modifié la valeur de retour. On a affiché la valeur de retour, qui est la valeur qu'on a ici, comme on voit. Mais, par contre, ici, quand on fait ici qu'on reçoit un exit code qui est 0, on affiche le retour, mais le retour ici qu'on avait passé à notre processus ici, la valeur argument retour, qui a été modifiée par le processus PyVal. Cette valeur-là ici, le retour quand on l'affiche, c'est quand même toujours 99. Donc, ça ne s'est pas répercuté dans notre truc. Vous allez faire une saisie pour démontrer le fonctionnement comme la diapo précédente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
c'est un peu la même chose que pour la question des variables globales. Okay? Donc, chaque processus possède sa propre mémoire. Puis qu'est-ce qui s'est passé quand l'argument a été passé d'un processus à un autre processus? En fait, l'argument a été copié, a été cloné. Donc, l'argument est parti d'un processus, puis a été cloné pour être envoyé dans l'autre processus. Donc, on l'a ici. Notre terminal a exécuté la commande, notre main est démarrée. Après ça, on a envoyé la valeur 99 dans l'argument. Après ça, on a procédé à la construction. En procédant à la construction, qu'est-ce qui s'est passé? La variable, l'argument a été copié, cloné dans la copie des arguments, mais la copie, elle appartient à l'autre processus, au processus d'évaluation. Donc, le processus d'évaluation a reçu ses propres copies des arguments qu'on a passés. Après ça, on a démarré le processus d'évaluation, on a fait un join, puis lui, après ça, a été récupéré la valeur de l'argument, c'était bien 99, il a fait un assert pour vérifier que c'était 99, c'est 99, parfait, on fait notre calcul, on prend notre résultat, on le stocke dans notre argument. Malheureusement, c'est l'argument ici qui appartient uniquement au processus d'évaluation. Donc, ce truc-là ne sera jamais répercuté dans la copie qui, elle, appartient au processus maître. Donc, après ça, on va faire un exit code. Puis lui, ici, va aller chercher la valeur d'argument, mais là, il n'y aura pas le résultat qui est resté du côté du processus d'évaluation puis qui est disparu quand le processus d'évaluation s'est terminé. Il va récupérer la valeur 99 qui était celle qu'il avait mis ici à l'origine en haut. Donc, récupérant la valeur 99, c'est elle qui va afficher, tout simplement. Après ça, il y a l'exit code. Okay. Donc, on le voit ici que c'est la valeur 99 qui s'affiche. Vous versionnez. Donc, ça nous amène à, disons, donner notre première solution qui va fonctionner en partie pour faire qu'est-ce qu'on veut en utilisant ce qu'on appelle une mémoire partagée. Donc, idéalement, il faudrait pouvoir allouer de la mémoire puis indiquer au système d'exploitation que cette mémoire-là est partagée entre plusieurs processus. De sorte que vous puissiez enfin transférer ou qu'on puisse enfin transférer des données ou les partager des données entre plusieurs processus et qu'on puisse par le fait même pouvoir par exemple transférer une valeur de retour d'un processus subordonné à un processus maître. Donc subordonné souvent on va dire enfant, au maître on va dire parent. Donc heureusement la plupart des systèmes d'exploitation ont prévu ce cas de figure là et le module multiprocessing de Python permet d'exploiter cette fonctionnalité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir exploiter ça, c'est une fonctionnalité d'un peu de bas niveau, je vous dirais. Fait que c'est pas tout à fait du Python. Il faut comme se poser la question, ok, ouais, mais comment ça marche en langage C? Ou comment ça marche au niveau du système d'exploitation? Donc, ça demande un niveau d'abstraction, ça demande de se rapprocher de la machine. On appelle ça se rapprocher du métal dans ce temps-là. Donc, ça se demande de se rapprocher du métal, puis c'est un peu moins évident dans ce temps-là comment fonctionner. Bon, si vous avez un background en langage machine ou langage C, ce genre de choses-là, c'est des choses qui deviennent plus évidentes, mais la plupart d'entre vous n'avez pas ce background-là, donc je sais que c'est moins évident dans ce temps-là. Mais bon, ici, je vous donne le code, donc le problème sera pas là. Donc, des détails techniques. Donc, la mémoire partagée, vous avez dans un programme, vous avez plusieurs types de mémoire. Donc, on a la mémoire, la pile d'exécution, le stack. On a la mémoire allouée dynamiquement, le heap. On a la mémoire data, ça c'est les variables globales de votre programme. Après ça, texte, c'est votre code. Et il y a possibilité d'avoir un autre type de mémoire qui est une mémoire partagée. Donc, la mémoire partagée, à ce moment-là, ici c'est marqué map. Donc, c'est pour dire que la mémoire fait référence à une mémoire partagée qui peut être partagée en plusieurs processus. Donc, vous avez ici la shared memory, et cette shared memory-là est comme mappée dans dans les différents processus qui permettent d'accéder à la même mémoire partagée. Donc, ces trucs-là, on appelle ça aussi des segments dans le langage courant là, des programmes, là, des segments. Donc, on va se définir un script qui s'appelle IPC4 double.
Donc, le PyVal, qu'est-ce qu'il reçoit en argument? Il reçoit son expression et il va recevoir une valeur. OK. Value. C'est-à-dire, value, c'est, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un type, comme on le voit ici, là. From multiprocessing, import, process, value. Le value, c'est une mémoire partagée. C'est une unité de mémoire partagée. Okay. On va aussi avoir besoin d'importer CType, qui est le module qui définit les types du langage C, mais comme il se reflète dans le langage Python. Donc, qu'est-ce qu'il va faire PyVal? Ben, il va évaluer l'expression, puis il va faire le retour dans la valeur qu'il a reçue ici, qui est une valeur en mémoire partagée. Donc, il va faire ça qui est une shared, c'est ça, mémoire partagée ou shared memory. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le retour en question, la valeur en question, c'est un C-double. Autrement dit, un C-double, ça correspond à un Python float. Donc, la seule chose qu'on peut stocker là-dedans, c'est un flottant. On ne peut pas stocker un entier, gros entier, on ne peut pas stocker des strings, on ne peut pas stocker un paquet d'affaires qu'on pourrait stocker normalement. Quand on fait une évaluation, on peut recevoir n'importe quoi. Mais là, on ne peut pas stocker n'importe quoi là-dedans. La seule chose qu'on peut stocker, c'est un float. Donc, on commence ici par faire un assert retour.value égale 99. Donc, lui, notre programme, notre patron, notre maître, nous a passé la valeur 99. Fait qu'on vérifie qu'on obtient bien la valeur 99 dans notre mémoire partagée. Après ça, on calcule, on fait notre évaluation, on la convertit en float, puis on la stocke dans notre value. Et après ça, on affiche la value. OK. La fonction main, qui est à compléter comme les précédentes, donc il y a juste le début qui varie un peu. OK, le reste, c'est à peu près la même chose en vous servant de ce que vous, en faisant votre compréhension pour compléter le reste du programme. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a toujours l'expression qui est égale à join, machin, machin, machin. Et on se définit ici une variable partagée. Donc, on se fait un value. On dit que notre valeur partagée est de type CDouble. Donc, on fait ctypes.cdouble pour dire que c'est un float en réalité. Python. C'est un float Python, mais pour les values, on est obligé de donner le ctype. C'est pour ça que je vous dis que value, c'est un truc qui est low level. Okay? On redescend au niveau du langage C. Le langage C, c'est le langage qui est utilisé pour coder Python. Fait que des fois, en langage C, si vous voulez faire des trucs de bas niveau, vous devez comme, pas en langage C, en Python, si vous voulez faire des choses de bas niveau, vous êtes obligé comme de baisser un peu en dessous vous êtes obligé de soulever un peu le couvercle, puis aller voir un peu ce qui se passe en dessous, puis en dessous, ça se passe en langage C. Donc, faut des fois faire jouer un peu avec des trucs qui sont de niveau langage C. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, le value, c'est un type de niveau langage C, puis on est obligé de jouer avec ça. Donc, ici, on dit que c'est un double, qui correspond au float Python, puis on met la valeur 99 dedans. Après ça, on appelle notre process avec PyVal, puis on lui passe les arguments, notre expression, et la valeur de retour, qui est la valeur partagée. Donc, une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez pouvoir valider le bon fonctionnement. Donc, on voit ici, on fait 4, exposant 444. Ça nous dit que le délai est écoulé. 4, exposant 44, CTRL C, on a une interruption de clavier. Si on fait 4, exposant Yoda, ça nous dit que Yoda n'est pas défini. Et après ça, si on fait 4, exposant 4, ça nous donne le résultat qu'on a ici. Donc, 1 point, blablabla, exposant 10 fois 10, exposant 154. Donc, c'est quand même assez gros comme valeur. Mais c'est stockable dans un float. Donc, c'est pour ça qu'on obtient la valeur ici. Donc là, il n'est pas indiqué au long énorme parce qu'on a converti notre entier qui comptait 155 chiffres de long. On l'a converti en un flottant. OK? Qui a été stocké dans notre value. Donc, c'est ce qu'on a ici comme résultat. Et après ça, notre programme principal est capable de recevoir ce résultat-là parce que c'est une mémoire partagée entre deux processus. Donc, on affiche le résultat. Par contre, si on essaie de faire 4 exposant 5, là, on se retrouve avec un problème d'overflow parce que l'entier est trop large pour être converti en float. Donc, on a une exception qui s'affiche. Tout simplement, l'exception est due à ce qu'on a ici. Donc, le float, save, eval, expression. Donc, on obtient une valeur entière qui est trop grande pour être stockée dans un float. Parce qu'un float accepte des nombres maximum 10 exposant
304, 308. Des fois, je ne me rappelle pas exactement. 308, je pense. Donc, si c'est plus que 10 exposant 308, on ne peut pas le stocker dedans. Donc là, c'est pour ça ici qu'on a une exception. Ici. Vous allez montrer le fonctionnement ici. Et après ça, ici, on montre comment, c'est quoi la logique du programme, pourquoi ça fonctionne, cette fois-là. Donc, on a la commande, on stocke 99 dans la mémoire partagée, shared. On construit, on fait un start, on fait un join. Le programme d'évaluation récupère la valeur 99 dans la mémoire partagée. Il vérifie que 99, c'est effectivement bon. Après ça, il fait le calcul qui est demandé. Il prend le résultat, il le stocke dans la mémoire partagée. Après ça, on obtient l'exit code. L'exit code est renvoyé à notre programme principal qui reprend à ce moment-là, qui revient de son join, puis qui peut continuer à faire son exécution. On va chercher le résultat, on affiche le résultat, et finalement, on fournit un exit code en terminant le programme. Vous allez faire, vous allez versionner. Alors, bien entendu, on a vu dans la section précédente qu'on peut utiliser une mémoire partagée, sauf que c'est un float. Puis un float, ça ne permet pas de transférer n'importe quoi. Donc là, évidemment, il y a d'autres sortes de mémoire qu'on sait qu'on peut partager entre les différents processus, parce qu'on peut la partager entre les différents programmes, c'est des fichiers. Donc pourquoi on ne se servirait pas d'un fichier pour transférer une donnée à partir de notre processus subordonné à notre processus maître? Alors, en réalité, on peut faire ça. Parce que, évidemment, un fichier permet de stocker beaucoup plus de données, en tout cas, une quantité énorme de données. Mais l'inconvénient d'un fichier, bien entendu, c'est que c'est beaucoup plus lent que de la RAM, avec aussi beaucoup plus de possibilités d'erreurs. Donc, vous pouvez vous tromper de nom de fichier, il y a quelqu'un d'autre qui peut être en train d'utiliser le fichier peut être déplacé. Donc, il y a un paquet d'affaires avec les fichiers qui peuvent se produire. Vous pouvez ne pas avoir la permission pour écrire sur votre dossier. Donc, il y a plein de limitations dans les fichiers qui sont tannantes par rapport à la mémoire. C'est pour ça que quand on peut éviter de passer par un fichier, on essaye d'éviter de passer par un fichier. Mais on va montrer ici qu'on peut passer par un fichier si on veut. Puis qu'en réalité, dans ce cas-là, ça va nous permettre de transférer toutes les informations qu'on veut transférer. Donc, la petite affaire qui est plus difficile, c'est savoir comment on fait pour stocker nos données dans un fichier, puis pour les récupérer d'autre part. Okay. Donc, il va falloir utiliser ce qu'on appelle la sérialisation. Et pour utiliser la sérialisation, il va falloir aussi utiliser ce qu'on appelle un fichier binaire au lieu d'un fichier texte. Donc, on va définir un nouveau script IPC5 fichier. Et on va faire un import pickle dans ce nouveau script-là. Pickle, c'est le module qui permet de faire la sérialisation. On se définit toujours notre délai de 2 secondes. On se définit toujours notre commande pyval qui permet d'évaluer une expression dans un autre processus. Et on va lui passer un fichier. Donc, un nom de fichier qui est une string, et tout ça, on retourne none, bien entendu. Donc, ça va être un retour via sérialisation dans un fichier. On procède à notre évaluation, safe eval, qu'on stocke dans notre variable évaluation. On affiche notre variable d'évaluation. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va sérialiser notre valeur dans un fichier. Donc, on va faire un open file name, qui est le nom de fichier qu'on a reçu ici. Ici, on fait W plus B. W plus B, W, ça veut dire write, parce qu'on veut ouvrir pour écrire dans le fichier, en écrasant le contenu. Puis B, ça veut dire binaire. Donc, on veut ouvrir le fichier, écraser le contenu, puis on veut écrire des informations binaires dedans. As F, le nom du fichier. Après ça, on fait un pickle.dom. Pickle.dom, qu'est-ce que ça fait? Ça sérialise. Donc, on va sérialiser l'évaluation qu'on a effectuée ici. On va la sérialiser dans le fichier F, binaire, qui est ici. Et voilà, c'est fait. C'est pas plus compliqué que ça. Okay? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer du côté de la fonction main? Du côté de la fonction main, donc on a toujours un peu la même affaire. Donc ça, c'est notre expression. On se définit notre file name. On va l'appeler ipc5.bin pour dire que c'est un fichier binaire. Après ça, notre processus, pyval, va recevoir l'argument expression et notre file name. On va démarrer, on va faire un join, on va vérifier si c'est encore vivant. S'il est encore vivant, ben, on va le tuer, puis on va lever une exception. Je vous laisse, je ne mets pas ce détail-là. Vous savez comment ça fonctionne. Après ça, si notre exit code est 0, donc si ça s'est bien passé dans notre processus,
qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir notre fichier FileName, mais cette fois-là en lecture read plus B binaire. Donc, on ouvre le fichier en lecture as F, et après ça, on va faire un pickle.load pour aller chercher notre donnée qui était sérialisée. Donc, on va pratiquer une désérialisation. Donc, on va désérialiser la donnée stockée dans notre fichier, puis on va la stocker dans notre variable évaluation. Et après ça, on va afficher notre variable évaluation tout simplement à l'écran. Alors, si on veut voir comment ça fonctionne, donc on voit que 5 fois 5, 5 exposant 5 exposant 5, 5, 5, le délai est écoulé. Si on fait un CTRL-C, ça fonctionne. Après ça, si on fait en passant, il faut faire tout ça dans Bash, là. Après ça, si on fait un 5 exposant 5, ça fonctionne. Ici, on voit que la donnée a correctement été transférée du processus subordonné au processus maître via le fichier. Après ça, si on essaie d'exécuter Obi-Wan, on a toujours notre message d'erreur qui apparaît. Et ici, si on exécute 5 exposant 5 exposant 5, ça va donner un très gros nombre, mais qui va être stockable dans notre fichier. Donc, si après ça, on fait ici un cut juste pour couper chacune des lignes parce qu'on ne veut pas afficher un paquet de lignes sur l'écran. Donc, on veut limiter un peu notre affichage. C'est pour ça qu'on fait un cut. Donc, on voit que dans notre processus d'évaluation, la valeur a correctement été calculée ici et la valeur récupérée dans notre processus maître, la valeur a été correctement récupérée aussi. Là. Cette grosse valeur-là, en fait, qui est beaucoup plus longue que ça, a été correctement récupérée dans le processus maître. Donc, c'est pour montrer qu'on peut passer des valeurs énormes dans notre fichier si on veut, et ça va fonctionner. Donc, vous allez faire une saisie comme la diapo précédente pour montrer que ça fonctionne. Maintenant, on va montrer aussi qu'est-ce qui se passe un peu dans notre fichier de sérialisation. Donc, on peut utiliser une commande Linux qui s'appelle xdump pour visualiser le contenu d'un fichier binaire. Donc, par exemple, si vous multipliez vos initiales par 10, donc on l'a ici. Donc, moi, je prends, on exécute le fichier, toujours la commande IPC5, puis je multiplie mes initiales par 10. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça donne le résultat que vous avez ici dans le processus d'évaluation et dans le processus subordonné d'évaluation et dans le processus maître, ça donne le même résultat, bien entendu. Ça a été passé dans le fichier ipc5.bin. Si maintenant j'affiche le contenu du fichier ipc5.bin suite à l'exécution que vous avez ici, on voit ce qui va s'afficher. Il va s'afficher ce que vous avez ici. Donc si je fais un xdump-c, -c c'est pour faire afficher ce que vous avez ici à droite. Donc pour afficher le texte qui correspond au binaire que vous avez ici. Donc, si on fait xdump-c ipc5.bin, donc on voit les différents octets qui sont stockés dans le fichier binaire. Et on voit la correspondance ici ASCII, ou c'est ça, la correspondance ASCII qui correspond à ces données-là. Donc, on voit que quelque part, dans mon fichier binaire, on voit quelque part qu'il y a la string qui est passée comme telle. Mais il n'y a pas juste la string qui est passée. Il y a 80, 04, 95, bon, blablabla, ici on a un paquet de 0, etc. Donc, là-dedans, probablement qu'il y a quelque chose qui dit, bon, ceci est un fichier de sérialisation Python. Donc ça s'appelle souvent les espèces de magic signature que vous avez au début des fichiers. Probablement que c'est 8004 ici, je crois, ou en tout cas, peu importe là. Mais vous avez ce genre d'affaires-là. Ensuite, vous avez probablement quelque chose qui dit le type de données qui est stocké dans le fichier. Donc, dans ce cas-là, le type, c'est string, mais nulle part, on voit ici que c'est string parce que c'est un code spécial. Donc, je ne sais pas, moi, c'est quoi le code spécial. Je connais pas la façon d'encoder, de sérialiser de Python, mais c'est ce que je vous dis que probablement qu'il se passe. Il doit stocker quelque part, voici, ceci est une string. Après ça, il doit stocker la longueur de la string est telle affaire. OK? Donc, dans notre cas, la longueur, c'est 20. Donc, quelque part, il doit stocker la longueur 20. Est-ce que, par exemple, ça serait pas le 14 qu'on voit ici, qui correspond à la longueur 20? Donc, 14, c'est en hexadécimal. Donc, si vous faites la conversion en décimal, ça donne 20. Donc, probablement, peut-être que c'est ça. Je dis pas que c'est ça. Je sais pas. Mais à quelque part, il faut qu'il stocke la longueur de la string. OK? Puis après ça, vers la fin de la sérialisation, ça prend quelque chose qui dit, ben, ceci est la fin de la sérialisation. Donc, c'est peut-être le 2E qui apparaît ici, qui dit que c'est la fin de la sérialisation. Bon, j'en sais rien, mais c'est possible. OK? Donc, voilà. Vous allez faire, vous aussi, une saisie du xdump de votre truc, mais ça va être évidemment avec vos initiales au lieu de mes initiales.
Donc, vous allez versionner suite à ça. Alors ici, on va voir comment on serait en mesure, en fait, avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on serait en mesure de passer une exception d'un processus à un autre. Donc, on vient de voir comment on peut transférer des données, mais ça serait aussi intéressant, par exemple, de transférer, quand une erreur se produit dans une fonction, dans un processus, de pouvoir la transférer au processus maître. Donc, autrement dit, la faire remonter dans le processus maître à partir du processus subordonné. Donc, comme on va pouvoir le voir, c'est possible de faire ça, et en fait, c'est même assez facile, comme on va comprendre quand on comprend comment le faire. Donc, on va se définir un nouveau script qui s'appelle IPC6 except. Et ce qu'on va faire dans ce script-là, en fait, toute la magie opère ici dans le coin de la ligne 30. Donc, on commence par faire notre évaluation, comme d'habitude, c'est Feval, on affiche l'évaluation. Ici, on récupère, s'il y a une exception, ici, au lieu de l'afficher, l'exception, on la récupère. Et on la met dans l'évaluation. Et après ça, ici, ben, on affiche, c'est-à-dire on dump notre évaluation dans notre fichier, on sérialise notre évaluation, mais qui peut être aussi notre exception. Donc, si c'est une évaluation, c'est celle-là qui est sérialisée, mais si c'est une exception, ben c'est l'exception qui est sérialisée puis qui est mise dans le fichier. Ensuite de ça, quand on arrive dans la fonction main, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ça c'est le début de la fonction qui est sensiblement la même chose qu'avant. Et on a toujours ici notre fichier qu'on va chercher et on fait un pickle.load pour désérialiser la donnée dans notre évaluation. Mais la magie va opérer à la ligne 49 et 50, aux lignes 49 et 50. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde si notre évaluation est une exception. Donc, isInstance, c'est la façon de dire en Python, est-ce que notre évaluation est une base exception ou n'importe quel descendant de base exception? Ça veut dire n'importe quoi qui est une exception. Autrement dit, dès que notre évaluation est une exception, qu'est-ce qu'on fait? On fait raise évaluation. Donc, on relance l'exception. Donc, l'exception qu'on a capturée dans notre processus subordonné puis qu'on a sérialisé dans notre fichier, on la récupère et on la lève à nouveau, on la relance à nouveau. Donc, on fait un raise pour relancer notre exception à ce moment-là. Et à ce moment-là, le plus loin, là, c'est pas indiqué ici, mais plus loin, on a des excepts, puis on va attraper l'exception, puis on va l'afficher. Okay. Mais c'est une façon de récupérer l'exception et de la relancer dans le processus courant. Et sinon, ben, si ça veut dire si c'est pas une base exception, ça veut dire qu'il faut afficher le résultat, puis c'est ce qu'on fait ici. Donc on fait selon, bon, blablabla, for reset, évaluation. Donc, qu'est-ce qui nous permet de dire que n'importe quelle exception, n'importe quel descendant de base exception est une exception? C'est un principe, isInstance, c'est un principe qui fonctionne comme celui-là grâce à c'est-à-dire ça fonctionne comme ça grâce à un principe en programmation qu'on appelle le principe de substitution de Liskov. Donc, peut-être qu'on vous en parlera de façon plus abondante en prog 4 ou quelque chose comme ça. Donc, mais là, mon but, c'est pas de m'étendre sur ce principe-là actuellement. Donc, le fonctionnement, comme on le voit ici, donc 4 exposant 4 exposant 5, donc ça nous dit que c'est trop large pour convertir vers un float. Attendez un peu, là. Ouais, c'est ça. Là, pourquoi j'ai fait un 4, un IPC4 ici? Non, là, je pense que j'ai un petit problème ici. Là. Ça devrait pas être là. Je fais une pause. Donc, je reprends. Ici, vous allez valider le bon fonctionnement dans PowerShell. Donc, on vérifie que 6 exposant 666, ça nous donne un timeout error. Si on fait un CTRL-C, ça va causer un keyboard interrupt. Et si on fait un 6 exposant Vadar, on a notre exception qui s'affiche ici et qui a été récupérée, encore une fois, ça c'est toutes des exceptions, pas le keyboard interrupt, mais celui-là et celui-là, c'est des exceptions qui ont été récupérées dans les processus enfants et qui s'affichent dans le processus parent. Donc peut-être j'aurais dû ajouter quelque chose pour montrer qu'il y a une différence entre les deux.
entre ce qu'on fait ici dans le 6 et ce qu'il y avait dans le 5, parce qu'on ne voit pas nécessairement la différence présentement. Mais il y a une différence importante, c'est que c'est le parent qui affiche l'erreur, qui affiche l'exception. L'enfant n'affiche plus aucune exception. Donc le subordonné n'affiche absolument rien dans la console. C'est uniquement le maître, le parent qui contrôle qu'est-ce qui s'affiche ou pas dans la console. Et finalement, si on demande un calcul normal, on voit que ça s'affiche correctement. Donc, faites une saisie de bon fonctionnement. On va utiliser xdump pour valider qu'effectivement l'exception a été sérialisée dans le fichier. Donc, vous allez utiliser votre nom à la place du mien. Donc, comme on le voit ici, on fait except 2 plus Fred Guérin. Là, ça nous dit qu'on a un message d'erreur et on va vérifier que le message d'erreur a été effectivement sérialisé par le processus subordonné. Donc, on voit ici si on fait un xdump de ipc5.bin, parce que IPC6 met quand même le stock dans IPC5. Si vous voulez mettre le IPC6 dans IPC6.bin, vous pouvez faire ça aussi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, on fait un xdump et quand on regarde ici, le texte ASCII qui correspond au binaire qu'on a ici, on voit qu'à quelque part, on a un built-in name error, ce qui est effectivement le nom de l'exception. Après ça, on a le message d'erreur ici, name Fred Guérin, blablabla, donc name Fred Guérin is not defined. Okay. Donc, voilà. Donc, vous allez faire une saisie avec le xdump. Évidemment, c'est votre nom qui devrait s'afficher à ce moment-là. Vous versionnez. Donc, dans la partie 4, on a vu comment on pouvait partager une donnée unique qui était de type double entre deux processus. Donc, évidemment, c'est nettement insuffisant pour transférer toutes les évaluations possibles en Python et encore plus insuffisant pour transférer des exceptions. Dans la partie 5, on a vu comment on pouvait partager, c'est-à-dire retourner dans ce cas-là une donnée via un fichier. Donc, cette technique-là a fonctionné quand même assez bien, mais elle est lente, puis aussi prompte aux erreurs qui sont associées au système de fichiers. Dans la partie 6, on a vu comment on pouvait non seulement partager des données, mais aussi faire remonter une exception vers le processus maître. Et dans cette partie-ci, ce qu'on va voir, c'est comment on peut partager non pas une simple donnée, mais une plage de données, un array, okay, entre deux processus. Mais pour faire ça, encore une fois, la mémoire partagée, c'est toujours un truc qui nous rapproche du métal. Donc, on va voir ici comment c'est compliqué, en quelque sorte, de faire ce genre de choses-là. Okay. Donc, on va se définir un script IPC7 array. Et on va rajouter dans ce script-là la fonction suivante, celle qu'on a ici. Donc, on procède à l'évaluation, cfeval, expression qu'on stocke dans une variable évaluation. S'il y a une exception qui se produit, on la stocke aussi dans la variable évaluation. Donc, c'est toujours le principe qu'on prend l'exception, puis on la passe au processus appelant. On veut passer l'exception au maître. Après ça, on va procéder ici à une sérialisation. Donc, une sérialisation qui va contenir des bytes. Donc, ça, c'est le type ici, bytes. Et on fait un pickle.dumps évaluation. Donc, on prend l'évaluation, la variable évaluation, puis on la sérialise. Mais au lieu de la sérialiser dans un fichier, on la sérialise dans une variable de type bytes. OK? Parce que c'est des octets. Évidemment, c'est un ensemble d'octets, donc c'est ça. Ça s'en vient dans une variable sérialisation qui est de type bytes, donc des octets. Du binaire. Après ça, on prend le binaire en question, puis on le copie dans une variable ici retour qu'on a passé à notre fonction pyval. Donc, la variable retour, c'est de type multiprocessing.array. Donc, ici, on a import multiprocessing as MP. On fait un import de ctypes, toujours, qu'on va utiliser plus loin. Et on fait un import de pickle pour sérialiser. Donc, ici, on utilise le type array. Le type array, ça correspond pas à ce qu'on appelle une liste dans le langage Python ou C#. Mais ça correspond vraiment à un array comme on le trouve en C#, mais encore plus comme on le trouve en langage C. Donc, quelque chose d'extrêmement bas niveau. Okay.
Mais il y a moyen de faire une copie de données dans cet array-là. Donc, il suffit de le faire de la façon qu'on a ici. Donc, ça prend la sérialisation et ça la copie dans notre array. Puis en Python, il y a moyen d'utiliser une technique assez compacte pour permettre cette copie-là. Donc, on veut copier seulement les octets qu'on a ici dans notre array. Donc, on fait un retour, puis on copie. Là, j'aurais pu mettre 0, mais il est sous-entendu. Donc, du début de mon array retour jusqu'à la longueur de la sérialisation, je copie toutes ces données-là dans mon array. Autrement dit, je prends mes données binaires, puis je les copie dans mon array. C'est tout simplement ce que ça fait. Donc, la ligne 34, c'est ça que ça fait. Ça prend les données binaires, peu importe la longueur, parce que l'ajustement en fonction de la longueur, len sérialisation, est fait. Donc, peu importe la longueur de mes données, je les prends, je les copie dans mon array, en fait, au début de mon array, en fonction de la longueur que ça occupe. Okay? Donc, l'idée, c'est qu'il faut que notre array soit suffisamment grand pour pouvoir stocker les données de sérialisation. Donc, ici, on se définit ici une variable, array size 2048. Donc, on se limite à une taille d'array qui est de 2048 octets. On pourrait aller plus haut si on veut, mais je trouvais que 2K, ça pouvait quand même suffire dans beaucoup ça suffisait dans la plupart des situations. Okay. On pourrait monter ça, si on veut, on peut monter à 100K, et là, on réserve une mémoire partagée de 100K pour peut-être pas grand-chose. Okay. Tandis que 2K, c'est quand même mineur. Là. 2048 octets, c'est pas grand-chose dans un ordinateur moderne, donc c'est un pet. Ensuite de ça, dans notre fonction main, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a toujours notre expression. Puis ici, il faut aller allouer un array en mémoire partagée. Donc, la façon de le faire, c'est mp.array, donc multiprocessing.array. On va chercher un array en mémoire partagée de type ctype.ckr. Ça, ckr, vous allez dire ckr, ça veut dire c'est un caractère. Okay. Sauf que dans le langage C, il n'y a pas de byte. Ça n'existe pas un byte en langage C. En langage C, un byte, c'est un caractère. Donc, un caractère, ça peut stocker des caractères, ça peut stocker des octets, indistinctement. Le langage C, il s'en fout, lui. OK, donc on n'a pas fait de module en langage C pendant la session, on n'a pas eu le temps, mais c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, puis ici, on a notre array size de 2048 qu'on s'est défini plus haut. Donc, on alloue un array de 2048 octets, autrement dit. Après ça, on passe cet array-là à notre processus pyval, ici. Donc, avec l'expression, on passe l'array et on fait un ps.start. Après ça, on fait un join, on attend. Toujours la même chose, si tu es toujours à live, on tue, puis on lève une exception timeout. Après ça, on fait un pickle.load. Puis là, cette fois-là, il faut faire retour. Là, c'est un peu compliqué. Il faut faire retour 2 points pour aller prendre l'array puis le copier. Parce que cet array-là, c'est un truc de bas niveau, métal, langage C. Il faut le copier dans quelque chose qui est au niveau du langage Python. Donc, on fait un retour avec 2 points. Là, ça nous donne une copie en langage Python. Ça nous donne une liste en langage Python. Cette liste-là, on fait bytes pour la convertir en octets. Et après ça, une fois qu'on a obtenu ces octets-là, on peut faire un pickle.load pour désérialiser les données. Donc, on les désérialise pour obtenir notre évaluation. Après ça, on vérifie si notre évaluation est un base exception. Si oui, on lève l'exception. Autrement, on affiche le résultat de l'évaluation à l'écran. Donc, vraiment, l'astuce se passe à 2 endroits. D'abord, en créant un array ici, en le passant au processus. Et finalement, ici, en désérialisant avec une technique un petit peu... c'est court, mais c'est quand même un peu compliqué. Là. Fait, il a fallu que je gosse un peu là, pour l'avoir. Alors, si on essaye le tout, on voit qu'on a notre 7 exposant 7. Pouf, ça fonctionne. 7 divisé par 0, division par 0. Parfait. On a notre erreur. 7 exposant 777. On a notre délai de 2 secondes qui est écoulé. Si on fait un keyboard interrupt, ça fonctionne. Maintenant, si on fait un 7 exposant 7 exposant 7, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un traceback. Donc, il y a une exception qui se produit. Pourquoi on a une exception qui se produit? On a une exception qui se produit parce que ici, quand on fait notre sérialisation ici, notre sérialisation de 7 exposant 7 exposant 7 occupe plus que, quand on va la sérialiser, ça va occuper plus que 2048 octets. Fait que quand on va essayer de prendre le 2048 octets ici, puis de le mettre là-dedans, pouf,
on va avoir une exception qui va se produire. Et ça va nous donner un traceback. Donc ici, le problème, c'est qu'on a excédé la taille disponible pour notre array de mémoire partagée. Donc vous allez faire une saisie. Alors maintenant, votre tâche, c'est de régler le problème pour que, au lieu d'avoir un traceback, vous ayez un beau petit message d'erreur. Okay? Donc, vous le voyez ici, donc le 7 exposant 7 exposant 7, on a un beau petit message d'erreur qui s'affiche. Au lieu d'avoir un traceback, on a un beau petit message d'erreur. C'est écrit pickling error avec mes initiales, ça va être les vôtres. La taille du résultat, là on nous dit que la taille c'était de 289 015 octets, est trop grande pour le buffer intraprocessus ou l'array si vous voulez, qui a une taille maximale de 2048 octets. Ensuite de ça, vous allez l'essayer, possiblement que pour vous, ça devrait donner la même chose. Donc, vous allez l'essayer en utilisant vos initiales que vous allez multiplier, par exemple, par 1016. Et ça va vous donner la taille du résultat, 2050 octets, est trop grande pour le buffer interprocessus maximum 2048. Par contre, quand vous allez faire FG, vos initiales, multiplié par 1015, au lieu d'être 2050 octets, en multipliant par 1015, ça va être 2048 octets. Et là, ça va fitter dans le buffer, puis ça va pouvoir, dans l'array, si vous voulez, interprocessus, et ça va pouvoir être transféré au processus maître, ici, qui va afficher le résultat, FG, 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 FG. Évidemment, plus que ça, il va l'afficher 1015 fois, mais ici, dans la saisie, on prend juste les deux premières lignes. Okay? Donc, votre tâche, c'est de modifier le script pour que vous ayez exactement le comportement que vous avez ici. Ça se peut que ça soit pas 1016 pour vous, parce que peut-être que votre pickle ne fonctionne pas exactement tout à fait pareil sur votre machine. Peut-être, par exemple, si vous avez un Python, je sais pas, 32 bits au lieu de 64 bits, peut-être ça va être légèrement différent. Ça se peut que ça soit pas différent non plus. Mais essayez d'avoir un 1016 et un 1015 de telle sorte qu'il y en a un qui déborde, puis l'autre qui déborde pas. C'est ça l'objectif. Donc, moi, c'est à 1016 et à 1015 que ça fait ça. Mais vous, si c'est d'autres chiffres, mais ça sera d'autres chiffres. Mais il faut que vous en trouviez un chiffre n, tel que n ne déborde pas, mais n plus 1 déborde. Puis celui-là, ici, vous le laissez pareil. Okay. Donc, vous allez faire une saisie pour que ça donne quelque chose de similaire à moi, comme je l'ai expliqué. Vous allez versionner. Maintenant, on va explorer une autre façon de faire d'échanger des données entre des processus en utilisant un canal de communication qui s'appelle un pipe. Donc, au lieu de compter sur la notion de mémoire partagée entre deux processus, on peut ouvrir un canal de communication entre les deux. En Python, et dans les systèmes d'exploitation en général, on retrouve principalement deux types de canaux, les pipes et les queues, ou si vous préférez, les fils d'attente. Donc, un pipe, c'est un canal de communication point à point entre deux processus. Le pipe peut être unidirectionnel ou bidirectionnel. En anglais, ou généralement, on va dire half duplex ou full duplex. Half, unidirectionnel, full duplex, deux sens. Une queue, c'est une file d'attente qui est partagée entre deux ou plusieurs processus. Le pipe, c'est deux processus qui communiquent entre eux. Une queue, ça peut être deux ou plusieurs processus. En fait, vous pourriez même utiliser une queue pour un processus communique avec lui-même, mais je vois pas l'intérêt. Okay. Donc, c'est une file d'attente qui est partagée en deux ou plusieurs processus et qui permet d'adopter une stratégie de type producteur-consommateur. Donc, où le producteur fournit des données à un consommateur. En général, ça va être le processus subordonné qui va être un producteur, qui va produire des données, et ça va être le processus maître, ou des fois un autre processus subordonné qui va consommer ces données-là. On peut avoir plusieurs processus subordonnés qui vont produire plusieurs données, avec plusieurs processus subordonnés ou un maître en tout cas, qui vont consommer les données aussi. Donc, il y a plein de stratégies possibles à ce niveau-là. Donc, on va se définir un script ici. Je vais baisser un peu. Donc, IPC8 pipe. Et dans ce script-là, on va faire un from multiprocessing, on va importer process et pipe. Et après ça, de multiprocessing.connection, on va importer une connexion.
Alors, on va se définir ensuite de ça notre fonction PyVal qui va recevoir une string d'évaluation qu'il faut évaluer, l'expression qu'il faut évaluer, et qui va recevoir un pipe qui est la connexion, ou un bout de la connexion, okay, dans laquelle on va pouvoir envoyer des données. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Toujours la même chose. On évalue avec safeEval. Après ça, s'il y a une exception, l'exception, on la met dans la variable évaluation. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait pipe.send évaluation. Donc, on prend le pipe, qui est notre canal de communication, puis on fait un send pour envoyer l'évaluation à d'autres processus. À le processus qui est à l'autre bout du canal de communication, à l'autre bout du pipe. Après ça, on ferme le pipe. Pipe.close. Est-ce qu'on serait obligé de faire pipe.close? Pas nécessairement, mais c'est bien de le faire. Donc, une fois qu'on a fini de servir d'un canal de communication, on le ferme. Comme ça, on dit à l'autre que c'est fermé, puis c'est fini. Donc, c'est un peu comme raccrocher au téléphone, si vous voulez. OK, ben là, je dis raccrocher au téléphone. Puis vous, ben, vous n'avez pas jamais utilisé des téléphones comme ça. Mais bon, c'est comme peser sur le piton, raccrocher sur votre téléphone cellulaire. OK? Donc, voilà. Alors, le début du block try. Là, je vous mets la fonction main. Je ne la mets pas au complet, je mets juste la section qui est différente un peu des précédentes. Donc, on a toujours notre expression qu'on évalue. Après ça, on se définit ici un pipe. Donc, on fait pipe étoile. Puis quand vous faites ça, vous obtenez deux choses. Vous obtenez un bout de la connexion, puis l'autre bout de la connexion. Donc là, on les a appelés parent, la connexion parent, la connexion enfant. Mais on pourrait les inverser, puis ça ne changerait pas grand-chose. Parce que par défaut, le pipe est full duplex. Okay. Donc, mais là, on l'a mis comme ça. Donc, la connexion parent, la connexion enfant. Donc, quand vous utilisez pipe, vous obtenez deux connexions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend le processus PyVal, puis on démarre en lui envoyant son expression qu'il doit évaluer, et le bout de la connexion qui correspond à celle de l'enfant. Donc, child connection. Après ça, on fait un ps.start, un ps.join, un ps.alive pour savoir qu'est-ce qui se passe. S'il n'est pas vivant, c'est-à-dire s'il est toujours vivant, on le tue, puis on lève une exception, comme d'habitude. Et après ça, ici, on récupère la donnée de l'évaluation une fois que c'est terminé. Donc, si on se rend jusqu'ici, ça veut dire que il n'y a pas eu d'exception, donc la donnée a été correctement produite. On fait un parent connection.receive. Donc l'autre a fait un send, les autres ont fait un receive. On va chercher la donnée. Et on la stocke dans évaluation. Puis après ça, ben, on affiche l'évaluation, puis toute l'équipe. OK? On lève l'exception, le cas échéant, etc. Donc, voilà, vous allez tester le bon fonctionnement en faisant 8 exposant 8. Ça devrait vous donner la donnée que vous avez ici. 8 divisé par 0, division par 0. 8 exposant 8, exposant 8, 8, 8. Ça va vous donner ça. 8 exposant 8, exposant 8, 8, 8. Keyboard interrupt. Parfait. Fonctionnement. Alors, ce qui est important ici de voir, c'est qu'il y a moyen de fonctionner autrement avec ce qu'on a fait là. Donc là, jusqu'à maintenant, j'ai fonctionné comme on fonctionnait depuis le début. Mais il y a moyen de se passer de la fonction join ici, en utilisant une technique qu'on appelle le polling. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On a toujours l'expression ici qu'on déclare. On a toujours notre connexion qu'on crée, notre pipe avec le côté du parent et le côté de l'enfant. On passe le côté de l'enfant à notre processus subordonné PyVal. On démarre ps.start. Puis là, c'est ici qu'on fait quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la connexion, parent connection, puis on fait un poll avec délai en secondes. Ça veut dire, on va se mettre en attente, au lieu de se mettre en attente de faire un ps.join pour se mettre en attente sur la fin d'un processus, on va se mettre en attente sur une ligne de communication. Donc, on fait un parent connection.poll, délai seconde. Donc, on attend qu'il y ait quelque chose qui se manifeste dans notre ligne. Puis on attend pendant délai seconde. Donc, quand le délai est écoulé, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? On raise un timeout error. Okay. Et ici, if not parent connection.poll, poll, ça veut dire le poll va retourner vrai ou faux. Il va retourner vrai s'il y a quelque chose dans la ligne de communication, puis il va retourner faux s'il n'y a rien dans la ligne de communication après le délai, que le délai soit écoulé. Évidemment, si on reçoit quelque chose avant que le délai soit écoulé, on va tout de suite retourner vrai, puis notre programme va continuer.
Okay? Donc, ça fonctionne un peu comme ça fonctionne un peu comme le join. Mais cette fois-là, on a une valeur de retour booléenne, puis on peut s'en servir pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, on fait un... Donc, si not parent connection.poll, donc si on ne trouve rien sur notre canal de communication au bout du délai en question, ben, on va faire un timeout error, comme on a ici. Sinon, ben là, on a quelque chose qu'on a reçu, donc on va le chercher. Donc, parentConnection.receive, on le stocke dans évaluation. Après ça, si c'est une instance, bon, raise evaluation, on affiche l'évaluation. Et ici, on a une petite affaire aussi qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'ici, à la ligne 38, parce que là, nulle part, on détruit notre processus dans tout ça. Donc, il faut s'assurer de détruire le processus ici qu'on a démarré quelque part. Donc, comme on ne le détruit pas ici, parce qu'on ne veut pas détruire le processus avant d'avoir fini de lire sur le code. En fait, on pourrait le détruire avant, si on veut ici, on pourrait le détruire. Mais là, pourquoi on détruirait là? Il n'y a rien qui nous oblige à le détruire là. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on détruit à la fin de tout. Donc, à la fin de tout, on fait un finally. Donc, on a un bloc try, except finally. Dans le bloc finally, on détruit notre processus. Mais on le détruit seulement si notre processus existe. Donc, on a PS and PS terminate. PS, ça veut dire si le processus existe, donc s'il est différent de none, alors, and, on va le terminer. Okay? Donc, ça, on peut écrire qu'il y a des choses comme ça en Python. Comme dans la plupart des langages de script, on peut écrire ce genre de choses-là. C'est le genre de choses qu'on ne peut pas écrire en C#, mais en Python, on peut écrire ça. Donc, si PS existe, donc si on a fait un PS ici, et qu'il n'y a pas une exception qui s'est produite là avant, ben on le termine. Maintenant, pour que PS puisse exister ici, il faut le déclarer d'avance ici à la ligne 38. Donc, on déclare notre PS à la ligne 38 en disant que c'est un processus. Donc, PS, c'est une variable de type processus, mais c'est optionnel. Parce qu'au départ, notre processus, c'est none. Donc, il n'y a rien dedans. Donc, comme il n'y a rien dedans, c'est optionnel. Donc, c'est pour ça qu'on dit optional process. Donc, c'est un processus optionnel. Donc, ça, c'est son type. Et voilà. Donc, vous allez tester ensuite de ça le bon fonctionnement de cette chose-là. En fait, ça va fonctionner exactement comme l'autre précédemment. Mais vous allez voir que, justement, ça fonctionne quand même très bien, comme on l'a ici. Vous allez faire la saisie pour démontrer le bon fonctionnement. Vous allez utiliser Git pour restonner. Et voilà. Alors, dans cette partie, on va voir un autre type de canal de communication qui s'appelle une queue. Alors, une queue ou une file d'attente. Donc, pour ceux qui ont eu le cours structure de données avec moi, vous savez c'est quoi une queue. Mais pour ceux qui ne l'ont pas suivi, ben, il faut que je l'explique un petit peu. Donc, une queue ou une file d'attente, c'est une structure de données, une des structures de données, pardon, les plus fondamentales qui est utilisée couramment en programmation. Avec quoi? Avec les listes, les arrays. Donc, en prog 1, vous avez vu les listes. Donc, avec les listes, on a les arrays qu'on voit en prog 2, les piles qu'on voit en prog 3, les ensembles et les dictionnaires. Donc, les ensembles et en fait, les listes, on voit ça en prog 2, mais on voit aussi en Python. Et les dictionnaires, on a vu ça aussi en Python, mais on voit aussi en prog 3. Donc, une queue possède un devant et un derrière. Okay? Évidemment, une queue, c'est une file d'attente. Okay? Donc, c'est le même principe. C'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est quelque chose de ultra simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on ajoute quelque chose, on l'ajoute en arrière. Puis à chaque fois qu'on prend quelque chose, on le prend en avant. Okay? C'est comme une file d'attente dans un supermarché. Donc, l'action d'ajouter en arrière, classiquement, s'appelle en queue. L'action d'enlever devant s'appelle de queue. Okay? Ou DQ. Mais bon. Donc, prélever devant la liste et ajouter à la fin. Bon. Et ce genre de structure-là, on appelle ça, ce genre de collection-là de données, on appelle ça premier arrivé, premier servi. Ou en anglais, FIFO. Donc, first in, first out. Donc, ici, on va utiliser une queue pour transférer nos données. C'est peut-être un peu overkill d'utiliser une queue pour transférer juste une donnée, mais c'est ce qu'on va faire pareil. Okay? Donc, pour montrer comment ça fonctionne. Donc, de multiprocessing, on va importer process et queue, cette fois-là. Et dans notre PyVal, on va recevoir une queue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va évaluer safe eval expression
expression, pardon, qu'on met dans évaluation. Si on a une exception, on stocke toujours dans évaluation. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On met dans la queue. On fait queue.put, évaluation. On prend la queue et on met quelque chose dedans. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait dans le main? Ben, on a notre queue, ici, qu'on se définit, queue égale queue. Et la queue, on la passe au processus, ici. On passe la queue. Et le processus va la recevoir, et il va mettre quelque chose dedans. On fait un start, on fait un join, on fait un isAlive, et après ça, on récupère sur la queue la donnée qui a été envoyée. Donc, queue.get, évaluation. Donc, vous allez dire, oui, pourquoi tu n'as pas fait ça dès le début? Ben oui, c'est comme ça. Mais il faut comprendre qu'il y a toutes sortes de techniques. Mais quand on arrive là, on se dit, ah ouais, ok, là, ça commence à être un peu plus simple. Là. OK? Mais il fallait voir comment c'était compliqué avant pour voir comment on peut faire ça simple si on veut. Donc ici, on teste avec notre queue. Donc on a 9 exposant 9. Ça va nous donner, on voit notre donnée qui a été passée dans notre queue. Après ça, l'IA, ben on voit notre exception qui a été passée dans la queue aussi. 9 exposant blablabla. Là, on a le délai de 2 secondes qui est écoulé. Et 9 exposant nanana, on fait une interruption. Après ça, fonctionnement, vous faites une saisie comme à la diapo précédente, et la même chose que pour le pipe qu'on peut attendre sur le pipe. La queue, on peut aussi attendre sur la queue. Donc, c'est ce qu'on va faire ici dans ce script, dans cette version-là, dans la version IPC9B, bloc. Donc, on a la fonction d'évaluation est toujours la même, avec une queue qu'on crée ici à la ligne 48. On fait toujours notre process dans lequel on passe la queue, on fait un start, et c'est ici que c'est différent. C'est qu'on va faire un queue.get, mais au lieu de faire un queue.get où est-ce qu'on reçoit tout de suite quelque chose, on va faire un queue.get où est-ce qu'on fait un bloc égale true, donc on bloque, puis on attend pendant un timeout qui est écrit ici, délai seconde. Donc on bloque pendant le délai seconde pour recevoir quelque chose. Évidemment, dès qu'on reçoit quelque chose dans la queue, on peut tout de suite faire quelque chose, puis là, ça va être stocké dans l'évaluation. Okay. Donc dès qu'on reçoit quelque chose, on le stocke dans l'évaluation. Mais on va attendre délai seconde. Si le délai est expiré, qu'est-ce qui va se passer? On va lever ce qu'on appelle une exception qui s'appelle empty. Donc on l'a ici, except empty. Donc si jamais le délai expire, on se ramasse ici, except empty. Dans ce cas-là, on va faire un exit avec un timeout error qu'on affiche ici pour avoir le bon message d'erreur. Donc, ensuite de ça, on vérifie si c'est un base exception, on raise l'évaluation dans le cas où c'en est un, sinon on affiche le résultat de l'évaluation. Et les autres, ben, except base exception, puis on a aussi notre fameux finally, comme avant, où est-ce qu'on se définit un processus d'avance, okay, qui est un processus PS, c'est la variable, mais qui peut contenir none, donc il faut qu'elle soit optionnelle. Et dans notre finally, ben, on détruit notre processus, quoi qu'il arrive. Donc on regarde si le processus existe. Si oui, on fait un ps.terminate. Donc je pense que c'est relativement facile à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe ici. Là. Donc on va valider sous bash le bon fonctionnement du script, comme vous voyez ici. Donc 9 exposant 9, bon, blablabla, blablabla, blablabla. Vous faites la saisie. Ensuite de ça, posons-nous la question, queue versus pip. Ça a l'air épouvantable de dire ça comme ça, hein, quand j'y pense. Queue versus pip. Enfin. C'est écrit. Bon. Donc, vous avez sans doute remarqué. Ah, mon Dieu. Quelle horreur. Bon. Alors, vous avez sans doute remarqué que la queue est plus simple d'approche que le pipe. Le pipe. Bon. Je pense que je commence à être fatigué. Fin de session oblige. Alors, elle est aussi plus complexe et plus lourde sous le capot. Okay. Donc, un peu, pas beaucoup. Donc, c'est juste pour dire qu'une queue, en fait, c'est plus compliqué que une queue, c'est plus compliqué qu'un pipe. OK? Donc, une queue, c'est plus compliqué qu'un pipe. C'est plus facile pour le programmeur, mais c'est plus compliqué, c'est la machinerie qui se passe derrière. Donc, c'est un peu plus lent. OK? C'est un peu plus haut niveau. Mon conseil, c'est d'aller au plus simple. Donc, parce que les problèmes surviennent rapidement dans le domaine du parallélisme. Et je considère que la queue étant plus haut niveau, plus facile d'utilisation, en général, devrait être privilégiée versus le pipeline. Donc, sinon, aussi, la nature du problème à résoudre peut vous amener à privilégier un type de canal plutôt qu'un autre. Et moi, je vous dirais,
Si une queue fait l'affaire, utilisez une queue. Sinon, utilisez un pipe. Versionner. Alors, il nous reste une dernière chose à voir dans la communication interprocessus, c'est la notion de manager. Donc, de gestionnaire de communication entre processus. Donc, en Python, en ce qui concerne la communication interprocessus, c'est possible de pousser une coche plus haut en termes d'abstraction et de puissance en utilisant ce qu'on appelle un gestionnaire de communication interprocessus. Il s'agit d'un processus à part entière dont l'objectif est de servir d'intermédiaire de communication entre d'autres processus. Ce manager peut même communiquer avec d'autres managers, là, il manque un S ici, là, je vais essayer d'ajouter ça plus tard, sur d'autres ordinateurs, pour que des processus distants puissent s'échanger de l'information. Donc, vous pouvez même, un processus sur une machine peut même échanger de l'information avec un processus sur une autre machine, à condition qu'il y ait un manager qui soit démarré sur les deux machines, puis que ces deux managers-là soient programmés pour communiquer entre eux. Okay? Donc, ça permet de faire de l'informatique distribuée, des calculs distribués. C'est ça, ça a été quelque chose de cool à faire, mais bon, je pense que dans le cours, c'est pas un cours de réseau, donc c'est ça. De toute façon, on est rendu quand même assez loin dans le cours, là. Enfin, donc, dans le cadre, de la courte introduction du présent document, courte introduction qui est quand même assez longue, vous l'avez remarqué, donc, on peut pas effleurer l'océan des possibilités offertes par un tel manager. Donc, un manager permet de gérer toutes sortes de données qui peuvent alors être partagées entre les processus. Notamment, qu'est-ce que le manager peut gérer? Il peut générer des values, des values, comme on l'a vu dans IPC4, peut gérer des arrays, comme on a vu dans IPC7, peut gérer des listes, peut gérer des dictes. Donc, on pourrait partager une liste entre deux processus ou plusieurs processus. On pourrait partager un dictionnaire entre deux processus, tout ça. On peut partager une queue entre plusieurs processus. Ça, on l'a vu dans IPC9. Ou on peut même aussi partager un namespace, qui est comme un hard parse, si vous voulez. Et voilà. Donc, moi, je trouve que la plus intéressante dans tout ça, pour ce qu'on veut faire ici, ça serait un namespace. Donc, c'est ça que je vais vous faire utiliser dans la prochaine, c'est ça qu'on va utiliser ici, dans les prochaines diapos, un namespace. Donc, le fonctionnement, voici comment on pourrait modéliser le fonctionnement du manager. Donc, on a notre programme main qui va construire ou démarrer un manager, si vous voulez. Puis là, après ça, notre programme principal va demander un namespace au manager. On va dire, donne-moi un namespace. On pourrait dire, donne-moi un value, donne-moi un array, donne-moi une liste, donne-moi un dictionnaire. Donc, on lui demande quelque chose au manager. Puis il nous le donne. Une structure de données. Il nous la donne. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On va construire notre processus d'évaluation ici. Et on va lui passer le namespace qu'on a reçu ici du manager. Après ça, on va démarrer notre processus d'évaluation. On va faire un join. On va calculer. Quand le calcul est terminé, le processus d'évaluation prend le résultat puis le stocke dans le namespace ici qui appartient au manager. Après ça, on a l'exit code quand tout ça est terminé, puis on a le join qui revient ici et le processus principal peut continuer à ce moment-là. Et lui, il va tout simplement aller chercher le résultat dans son namespace, toujours qui appartient au manager. Il va chercher le résultat et il va l'afficher. Après ça, ce que le main va faire, c'est qu'il va tuer le manager parce qu'il n'en a plus besoin. Et on va faire, le programme va se terminer avec un exit code. OK? Donc, à la place d'un namespace, on aurait pu prendre une liste. Ça aurait peut-être été plus simple. Je sais pas pourquoi j'ai pris un namespace finalement. Mais bon, j'ai pas un namespace. Et on aurait pu prendre un dictionnaire. Donc, c'est sûr qu'une liste permettrait de transférer plusieurs données. Un dictionnaire permet de transférer plusieurs données. Puis un namespace permet de transférer plusieurs données. Donc, voici notre script IPC10 man, pas manager. Donc, on import multiprocessing as MP, puis de multiprocessing.managers, on import namespace. Donc, le namespace, on va le chercher. Après ça, on a notre processus d'évaluation PyVal, donc qui reçoit notre string à évaluer et notre namespace ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Toujours la même chose. On procède à l'évaluation. Si on a une exception,
on l'intercepte et on la stocke dans la variable évaluation. Et à la fin, ben, on stocke l'évaluation dans notre namespace. Donc, namespace.évaluation égale évaluation. Donc, on la stocke sur le manager. Le gestionnaire c'est là qu'on le stocke. Et dans la fonction main principale, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait ici, on commence par se créer un manager. Donc, MP de multiprocess, on crée un manager. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un manager puis ça le démarre tout de suite en même temps. Ça le crée et ça le démarre en même temps. Donc, on n'a pas besoin de faire manager.start. Le manager, il est créé puis il est démarré. Une fois qu'on a notre manager, on lui demande un namespace. Donc, manager.namespace, on récupère le namespace et on crée après ça un processus PyVal et on lui passe l'expression et le namespace pour qu'il puisse lui aussi utiliser le namespace en question. Après ça, on fait un processus.start, ps.start. On fait un join, comme avant. On fait un isalive, comme avant. Et ici, on récupère la donnée. Namespace.évaluation, évaluation. On va récupérer notre évaluation. Et on fait qu'est-ce qu'il faut faire avec, comme on a fait dans les processus précédents. Donc, vous allez tester le fonctionnement. Donc, ici, on a 10 exposant 10, ça donne ce résultat-là. 10 exposant Argon, c'est pas défini. 10 exposant 10 exposant 100, 2 secondes est expiré. 10 exposant 10 exposant 100, CTRL-C pour faire l'interruption. Et normalement, ça va donner keyboard interrupt. Mais des fois, dans certaines circonstances, le CTRL-C se rend dans le manager, puis le manager est en train de faire quelque chose, puis il est dans un état instable. À ce moment-là, il ne sait pas trop quoi faire, puis il va vous donner une trace d'exécution. Donc, ça se peut qu'en faisant CTRL-C ici, ça vous donne une trace d'exécution. C'est le cas. Essayez 2-3 fois pour ne pas avoir la trace d'exécution. Mais si jamais vous l'avez tout le temps, ben, faites-moi la saisie avec la trace d'exécution, puis ça finit là. Donc, vous faites la saisie de fonctionnement. Ensuite de ça, il y a moyen de visualiser le manager. Donc, pour se rendre compte qu'effectivement, il y a vraiment un troisième processus qui est démarré. Donc, on va visualiser le manager. Donc, vous allez faire la saisie suivante dans Bash. Donc, IPC10 manager 10 exposant 100 fois votre nom. Alors, vous allez aussi augmenter le délai à 2222 secondes, ou ce que vous voulez, mais que ça soit suffisamment long. Lorsque ça, vous allez lancer la commande ci-dessus. Et vous allez ouvrir la commande. Vous allez lancer la commande htop pour afficher l'arborescence des processus, si nécessaire, en utilisant T pour afficher l'arborescence, T-tree. Après ça, vous allez obtenir quelque chose qui va ressembler à ça. Okay. Donc, vous allez avoir votre processus principal que vous avez ici. Votre processus principal a lancé un processus d'évaluation que vous avez ici. Et en parallèle à tout ça, a créé un manager que vous avez ici, qui a aussi été un autre processus. Donc, on a le processus maître a deux sous-processus, un processus d'évaluation et un manager qui s'exécute aussi dans un sous-processus. Et ce manager lui-même a démarré un thread que vous avez ici, qui apparaît en vert. C'est un thread qui est exécuté par le manager. Donc, vous allez normalement obtenir ça dans htop avec votre nom à la place du mien. Et vous allez me faire une saisie de ça pour me montrer que vous avez effectivement constaté qu'il y avait un processus associé au manager. Évidemment, on pourrait renommer les processus pour voir que le manager ci, puis ça, puis etc. Mais bon, on fait pas ça ici. Mais on voit que c'est bien le cas. Vous allez versionner. Alors, conclusion et remise. Donc, dans ce document-là, on a vu comment on peut faire en sorte que deux processus sur une même machine puissent échanger des données. Les variables globales, malheureusement, ne sont pas une option parce que chaque processus possède sa propre mémoire globale et cette mémoire-là n'est généralement pas partagée. Les arguments ne sont pas une option non plus parce qu'ils sont clonés avant d'être passés à un processus subordonné. Et les données vont être modifiées uniquement dans ce processus qui est distinct, qui est sans impact sur les données d'origine. Le multithreading permet le partage de données globales, mais en Python, les threads sont coopératifs et non préemptifs, ce qui peut provoquer un blocage de tous les threads, rendant impossible la poursuite du programme. Donc le multithreading, vu qu'il fonctionne en mode coopératif en Python, c'est pas vraiment une option intéressante dans notre cas d'évaluation qui peut prendre un temps arbitrairement long. Donc, pour échanger en processus, il faut s'en remettre à une forme ou une autre de mémoire partagée
ou encore à des canaux spéciaux de communication. Donc, on peut évidemment partager la mémoire externe, donc sur disque. Sinon, on peut utiliser une forme de mémoire partagée fournie par le système d'exploitation. En Python, cette utilisation est possible avec des values puis des arrays. Mais il faut se rapprocher du métal quand on utilise ces modules-là. Okay? Donc, entre autres, faut se rapprocher un peu comme de la façon de fonctionner du langage C. Donc, des fois, c'est pas toujours évident de fonctionner à ce niveau-là. C'est généralement plus simple d'utiliser une forme de communication comme le pipeline, le pipe ou la queue. Sinon, on peut sortir l'artillerie lourde et faire appel à ce qu'on appelle un manager. Là, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. Donc, d'autres concepts qu'on a vus à travers ce document-là, on a vu le concept de polling, où est-ce qu'on se met en attente sur quelque chose jusqu'à temps de recevoir une information. Le concept de queue, first in, first out, premier arrivé, premier servi. Le concept de namespace. Là, on a vu la commande xdom pour afficher le contenu d'un fichier binaire. htop pour afficher l'arborescence de processus dans Linux. Jobs pour afficher la liste des jobs qui peuvent être en arrêt ou tout ça dans Linux toujours. Et le concept de sérialisation avec le module pickle comme on voit ici. Donc, ça c'est des objets, ça c'est des données binaires. Donc, on peut faire pickle.dump pour sérialiser et pickle.load pour désérialiser. Donc, ça c'est pour valider que vous avez bien rempli toutes les sections qui doivent être remplies dans le document. Vous allez saisir votre historique Git, les 10-15 derniers commits. Et vous allez me remettre votre évaluation. Donc, c'est pas compliqué. Il y a 10 sections à remplir, un point par chaque section, pour un total de 10 points. Donc, vous allez mettre vos points. Si jamais vous n'avez pas fait Git ou d'autres choses que vous n'avez pas fait tout à fait correctement, vous pouvez vous enlever des points. Donc, vous mettez votre total sur 10, vous me remettez sur Léa votre PowerPoint, votre code, avec en commentaire toujours votre note sur 10 et le temps que ça vous a pris pour faire ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce document et cette présentation qui quand même est assez long, mais il y a beaucoup de matière à passer, donc c'était pour ça que c'était aussi long que ça. Voilà. Donc, à la prochaine.